Un soir d'hiver, Mathilde Seignière entend la vibration familière d'un téléphone oublié sur la table basse. Celui de Mathieu, son mari. Une curiosité banale, jusqu'à ce que l'écran affiche un prénom inconnu. Elle déverrouille. Ce qu'elle découvre brise quelque chose d'irréversible. Des messages intimes, des photos trop explicites. Une liaison, une autre femme, une trahison. Comment une actrice aussi admirée, aussi forte, a-t-elle pu ignorer les signes ? Pourquoi l'homme qu'elle croyait loyal est-il devenu l'artisan de son effondrement? Et surtout, que reste-t-il d'une femme publique quand la douleur privée devient un spectacle national? Ce soir-là, dans le silence de son salon, une star s'effondre. Pas devant les caméras, mais face à une vérité cruelle, celle qui ne laisse ni maquillage, ni scénarisation possible. Voici l'histoire de la chute d'une femme aimée de tous et trahie par celui qui partageait son lit. Avant que le scandale n'éclate, Mathilde Seignière incarnait une forme rare d'authenticité dans le paysage médiatique français. Née le 17 janvier 1968 à Paris, elle grandit dans une famille d'artistes. Petite fille du comédien Louis Seignière, sœur d'Emmanuel Seignière, elle semblait destinée à briller sur les planches. Et pourtant, Mathilde a toujours tracé sa propre voie, en refusant les artifices, en préférant l'intensité du jeu à la lumière trop crue des projecteurs. Formée au cours Florent, elle fait ses premiers pas au théâtre avant de s'imposer au cinéma dès les années 1990. Très vite, elle se distingue par son jeu brut, direct, sans fioritures. Le public l'adopte, les critiques la saluent. Elle devient l'actrice qui dit tout haut ce que les autres taisent, sur les plateaux comme dans la vie. En 1995, elle reçoit le César du meilleur espoir féminin pour Rosine. Les succès s'enchaînent. Une Hirondelle a fait le printemps, Camping, Palais Royal, Harry, un ami qui vous veut du bien. Sa voix grave, son regard perçant, sa manière de parler sans filtre, séduisent une France en quête de figures vraies. Mais derrière cette force apparente, Mathilde cache un besoin profond de stabilité affective. Lorsqu'elle rencontre Mathieu Petit, réalisateur discret mais respecté, c'est un relâchement. Pas de vedettariat, pas de compétition d'ego. Ensemble, ils forment un couple discret, loin des clichés de la jet-set. Peu de photos, peu d'apparitions publiques, mais une présence constante. Dans les coulisses des tournages, dans les événements familiaux, dans les mots tendres que Mathilde laissait parfois filtrer dans les interviews. En 2007, leur fils Louis naît. C'est le point d'ancrage. Pour elle, la maternité est une révélation. Elle ralentit les tournages, sélectionne ses projets, privilégie la stabilité à la lumière trop crue. Dans une interview de 2011, elle déclarait « Ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est mon fils et l'homme que j'aime. Je n'ai plus besoin de plaire à tout le monde. » Les proches parlent d'une Mathilde sereine, épanouie. Elle vit à Paris, dans un quartier calme, entre deux lectures de scénarios, des allers-retours à l'école et des soirées en petit comité. Loin du tumulte des soirées parisiennes, elle cultive un art de vivre simple. Elle devient, malgré elle, une référence, une femme accomplie, à la fois actrice, mère, compagne. Personne à ce moment-là ne pouvait imaginer que l'équilibre si patiemment construit allait s'écrouler. Les premières fissures sont invisibles, un tournage annulé pour raisons personnelles, une apparition manquée à une remise de prix, un sourire forcé lors d'un passage à la télévision, mais personne ne relie encore les points. C'est ce contraste saisissant entre la solidité publique et la fragilité intime qui rendra l'affaire d'autant plus brutale. Car plus haute est l'image, plus vertigineuse est la chute. Et dans le cas de Mathilde Seignière, cette chute ne se fera pas en silence. Elle se déroulera aux yeux d'un public avide, d'un public incrédule, et surtout d'une femme qui croyait avoir trouvé, enfin, son havre de paix. Avant que le scandale ne vienne tout obscurcir, Mathilde Seignière vivait l'apogée d'une carrière exceptionnelle. Les années 2000 marquent un tournant. Elle devient une figure incontournable du cinéma français. Ni trop lisse, ni trop rebelle, elle incarne une forme de vérité brute qui séduit autant les réalisateurs que le public. Elle n'a pas besoin d'artifice, son regard suffit à creuser les silences, ses mots simples touchent juste. On l'appelle pour des rôles de femmes fortes, de mères blessées, d'amantes fières. Elle dit non au rôle fade, elle choisit et elle impose. Ses choix artistiques sont salués. Dans Une Hirondelle a fait le printemps, elle campe une Parisienne qui s'installe à la campagne. Sa sincérité bouleverse. Le film, modeste en apparence, dépasse les 2 millions d'entrées. Camping, avec Franck Dubosc, confirme sa popularité auprès du grand public. Dans Palais Royal, elle joue une princesse déjantée, démontrant un rare sens de la comédie. Loin de s'enfermer dans un registre, Mathilde Seignière multiplie les rôles à contre-emploi.
Elle devient cette actrice que les Français reconnaissent comme l'une des leurs. À la télévision aussi, elle brille. Dans Sam, elle incarne une professeure de collège au langage fleuri, décalée mais touchante. Elle y trouve un écho personnel. Dans plusieurs interviews, elle confie « Sam me ressemble, elle est cash, bordélique, entière, comme moi ». Le public la suit. Elle devient cette actrice accessible, sans prétention, sans faux semblant. Loin du strass, elle impose une forme d'authenticité rare dans le paysage audiovisuel. Mais sa vie privée reste, à ce moment-là, un mystère volontairement entretenu. En dehors de quelques clichés volés en vacances, peu d'éléments filtrent sur sa relation avec Mathieu Petit. On les sait ensemble, complices, unis autour de leur fils Louis. Ils vivent loin des projecteurs, dans un appartement chaleureux, au cœur du 6e arrondissement de Paris. Leurs rares apparitions publiques, toujours discrètes, donnent l'image d'un couple stable, hors des tempêtes médiatiques. Mathieu Petit, réalisateur peu exposé mais estimé dans le milieu télévisuel, semble être le contrepointe idéal de Mathilde. Elle solaire, explosive, cash, lui calme, réfléchi, modeste. Ils fonctionnent comme deux pôles qui s'équilibrent. Dans l'intimité, racontent les proches, ils se comprennent à demi-mot. Mathieu est présent, attentif, père affectueux. Le genre d'homme qui passe inaperçu, mais dont la solidité rassure. Cette stabilité devient pour Mathilde un refuge précieux. En 2007, la naissance de leur fils bouleverse sa hiérarchie des priorités. « Louis est ma plus belle réussite », dit-elle souvent. Elle tourne moins, se consacre davantage à sa famille. À la maison, c'est elle qui cuisine, qui aide aux devoirs, qui veille à ce que tout soit à sa place. Elle protège favosement son cocon. Dans les coulisses du cinéma, beaucoup l'admirent. On parle d'une comédienne fidèle, généreuse avec ses partenaires, exigeante avec elle-même. Malgré quelques éclats médiatiques, des déclarations sans filtre, quelques clashs en plateau, elle garde une popularité constante, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle ne triche pas. Son image publique est à son zénith. Femme de caractère, mère dévouée, actrice accomplie. Une femme que beaucoup de Françaises regardent avec affection, voire avec une pointe d'envie. Elle a réussi, mais sans se perdre. Elle a aimé, mais sans bruit. Elle élève un enfant tout en continuant à briller. Et puis il y a cette phrase, prononcée à la fin d'une interview sur France 2 en 2016. « Ce que je souhaite le plus au monde, c'est que ça dure. » Une phrase anodine, mais aujourd'hui elle résonne comme une prière ignorée. Car derrière ce tableau presque parfait, un mal invisible s'insinue. Un doute, un éloignement, un changement d'attitude à peine perceptible. Quelque chose bouge, quelque chose se fissure. Mais personne ne le sait encore. Et Mathilde, dans sa foi absolue envers cet homme qu'elle aime, ne veut rien voir. À ce moment précis de sa vie, elle est au sommet. Elle ne se doute pas que la chute est déjà en marche et qu'elle sera brutale, médiatique et surtout personnelle. Tout commence par de petites choses, des absences inhabituelles, des messages auxquels Mathieu répond trop vite ou trop lentement, des regards fuyants. Mathilde Seignière, habituée à l'instinct du plateau, sent qu'un déséquilibre s'installe, mais elle repousse l'idée. Parce qu'elle aime, parce qu'elle lui fait confiance, parce qu'elle refuse de croire que l'homme qui partage sa vie, le père de son fils, puisse cacher une autre vérité. C'est une amie proche qui la première l'interpelle, une phrase discrète, presque coupable. « Tu ne trouves pas qu'il est ailleurs ces derniers temps ?» Mathilde hausse les épaules, ironise. Elle protège, jusqu'au soir où, seule dans le salon, elle aperçoit l'écran du téléphone de Mathieu. Un prénom inconnu, un message « Je pense à toi ». Le souffle coupé, elle déverrouille l'appareil. Ce qu'elle lit ensuite glace son sang. Des semaines de conversations, des déclarations, des photos, des projets, une double vie soigneusement dissimulée. La jeune femme, beaucoup plus jeune qu'elle, semble tout ignorer de l'existence de Mathilde, ou feint de l'ignorer. Chaque mot qu'elle lit est un coup de poignard. Ce n'est pas seulement la trahison de l'amour, c'est l'effondrement d'un monde. Elle attend Mathieu, assise, silencieuse. Quand il entre, elle ne crie pas. Elle montre l'écran. Il pâlit. Il ne nie pas. Pire encore, il n'exprime pas de honte ni de remords, juste une lassitude. Il dit qu'il se sent étouffé, qu'il a besoin d'espace, qu'il ne l'aime plus vraiment. En quelques minutes, 15 ans de vie commune sont réduits à des formules vides. Mathieu fait sa valise le lendemain. Il part sans un regard pour Mathilde, sans un mot pour leur fils. La presse publique n'est pas encore au courant, mais ce silence ne sera pas de courte durée. Moins d'une semaine plus tard, Voici, Closer, Public, publie des clichés. Mathieu Petit, main dans la main avec une jeune femme à Montmartre. Les titres sont cruels.
Le mari de Mathilde Seignière refait sa vie avec une inconnue. Mathilde Seignière trahie et humiliée. L'idylle secrète de Mathieu Petit révélée. Les réseaux sociaux s'enflamment. Certains moquent la naïveté de l'actrice, d'autres dénoncent la violence d'un tel étalage, mais tous scrutent. Mathilde, elle, s'effondre. Chaque une de magazine est un rappel de sa douleur, chaque notification sur son téléphone un poison. Elle essaie de garder la tête haute pour son fils, pour son image, mais le corps lâche. Elle perd du poids, dort mal, annule ses engagements professionnels. Les studios appellent, s'inquiètent. Elle ne répond plus. Le téléphone reste éteint. Ce qui aurait pu rester un drame intime devient un feuilleton national. Les journalistes fouillent son passé, inventent des détails, contactent des proches. Un hebdomadaire va jusqu'à publier une fausse lettre de rupture qu'elle aurait écrite. Dans une interview volée, on la voit sortir d'un cabinet médical, l'air épuisé. La rumeur enfle, Mathilde serait à bout. Et pour une fois, la rumeur dit la vérité. Car ce n'est pas seulement la fin d'un couple, c'est l'humiliation publique d'une femme qui croyait avoir réussi à tout concilier, la carrière, la maternité, l'amour. C'est l'effondrement de cette image si patiemment construite, si sincèrement incarnée. Dans les cercles intimes, des amis de longue date se détournent par peur d'être associés au scandale. D'autres, au contraire, tentent de lui tendre la main. Mais Mathilde, trop prière, trop blessée, s'isole. Pendant ce temps, Mathieu Petit poursuit sa vie apparemment indifférent. Il est vu dans des soirées, souriant, posant avec sa nouvelle compagne. Lorsqu'un journaliste lui demande s'il regrette ce qu'il a fait, il répond « Je n'ai jamais prétendu être un saint ». Cette phrase choque, elle est reprise en boucle. Pour Mathilde, c'est la gifle de trop. Elle coupe les ponts, refuse que son fils voie cet homme, engage un avocat pour clarifier la garde. Elle, qui détestait les conflits, se retrouve plongée dans une bataille qu'elle n'a pas choisie. Le scandale, dans sa brutalité, dépasse les limites de la vie privée. Il devient une affaire publique, une tragédie moderne, où l'intimité d'une femme célèbre devient spectacle, où les larmes versées dans le silence d'une chambre deviennent matière à clics, à likes, à commentaires acerbes. Mais derrière les titres, derrière les images volées, il y a une vérité que peu veulent voir, celle d'une femme trahie, humiliée, brisée. Une femme qui, malgré tout, continue d'avancer, non pas pour se venger, mais pour survivre. Après la tempête, il n'y a pas eu de répit, juste un vide, un silence pesant, entrecoupé par le vacarme des journaux. Mathilde Seignière, que l'on voyait si souvent sur les plateaux télé, avait disparu. Plus de tapis rouge, plus de sourires malicieux en conférence de presse. Elle s'était effacée du paysage médiatique, comme si son corps n'avait plus la force d'occuper l'espace. Les semaines qui suivent la révélation de la trahison de Mathieu Petit sont les plus sombres de sa vie. L'actrice refuse de sortir, elle annule ses contrats, repousse les propositions de rôle, s'enferme dans son appartement, rideau tiré. Le téléphone sonne, elle ne décroche pas. Même ses proches se heurtent à des silences interminables, des messages sans réponse. Mathilde, d'habitude si vive, si directe, est devenue l'ombre d'elle-même. Les premiers signes de dépression ne tardent pas à apparaître. Perte de poids brutale, insomnie, crise d'angoisse. Louis, son fils, est confié temporairement à sa sœur, Emmanuelle. Mathilde, incapable de gérer la douleur, s'écroule. Elle accepte finalement l'aide d'un psychiatre à la demande pressante de sa famille. Le diagnostic est sans appel, épisode dépressif sévère lié à un stress post-traumatique. Elle est admise dans une clinique spécialisée, dans la banlieue ouest de Paris. L'information est tenue secrète quelques jours avant de fuiter. Le 3 avril, Voici publie un article titré « Mathilde Seignière hospitalisée, l'après-trahison ». Une fois de plus, sa souffrance devient matière à exposition. Dans les commentaires, les internautes se divisent. Certains la soutiennent, d'autres ricanent. L'humanité numérique, froide et rapide, ajoute une couche de douleur à celle bien réelle qu'elle endure déjà. Pour Mathilde, cette période marque une fracture. Elle comprend qu'elle ne pourra plus jamais retrouver la naïveté d'avant, ni comme femme, ni comme actrice. Son regard sur le monde change, sa confiance aussi. Lorsqu'elle sort de clinique, 2 mois plus tard, elle semble affaiblie, mais déterminée à ne plus être une victime. Elle accepte une interview exclusive avec Le Parisien. Les mots sont choisis avec soin. Elle ne cite jamais le nom de Mathieu. Elle parle d'un événement dévastateur, d'une douleur indicible. Elle dit « Quand on est trahi de cette manière, on perd quelque chose de soi, on ne fait pas que perdre l'autre ».
Ce retour médiatique, contrôlé, marque une volonté de reprendre le fil. Mais les conséquences sont profondes. Sur les tournages suivants, elle est plus distante, moins disponible. Les techniciens disent qu'elle sourit avec effort. Certains amis de longue date notent une fragilité nouvelle. Elle, qui était connue pour son franc-parler, se montre plus réservée, parfois même absente. Son fils, Louis, joue un rôle crucial dans cette lente reconstruction. Pour lui, Mathilde accepte de s'accrocher, de manger, de sortir, de recommencer à vivre. Mais elle reste marquée. Les rues de Paris lui rappellent les photos de Mathieu et sa compagne. Les interviews, les shootings, les invitations, tout devient un rappel de ce qu'elle a perdu. Sa sécurité, sa dignité, son équilibre. Dans les mois suivants, elle reprend doucement le travail, choisissant des projets intimes, souvent tournés en province, loin du tumulte parisien. Elle refuse les talk-shows, les émissions de divertissement. Elle ne veut plus faire semblant. Cette chute publique, aussi violente soit-elle, devient pour elle un point de bascule. Elle le dit dans une lettre privée envoyée à un ami réalisateur. « J'ai appris que tout ce que tu crois être solide peut s'effondrer en une nuit, et que personne ne te protège. Ni ta notoriété, ni ton talent, ni même ton amour. » Mathilde Seigner, que l'on croyait indestructible, s'est brisée. Mais elle s'est aussi relevée. Pas dans la lumière, pas dans le triomphe, mais dans l'ombre, dans le silence, dans l'effort discret de rester debout. Aujourd'hui, Mathilde Seigner ne parle plus de cette période. Pas parce qu'elle l'a oubliée, mais parce qu'elle a compris qu'il n'y a rien à ajouter. Ce qu'elle devait vivre, elle l'a traversé seule, à sa manière. Sans grande déclaration, sans règlement de compte. Elle a repris sa place, lentement, avec pudeur. Mais quelque chose a changé. Sur les tournages, elle ne rit plus aussi fort. Elle évite les confidences. Et lorsqu'on lui parle d'amour, elle détourne légèrement les yeux. Dans ses interviews récentes, elle parle davantage de maternité, de cinéma, de ses projets, mais plus jamais des hommes. Son armure est désormais bien visible. Elle continue à avancer, mais avec la prudence de ceux qui savent que même les fondations les plus solides peuvent s'effondrer. Dans un monde où les célébrités sont constamment scrutées, analysées et jugées, l'histoire de Mathilde interroge. Pourquoi la souffrance des femmes connues devient un spectacle si rentable? Pourquoi faut-il que la douleur intime soit étalée pour exister? Et surtout, comment reconstruire une identité quand tout, même l'humiliation, devient public? Certains disent qu'elle a survécu, mais ce mot est trop faible. Mathilde n'a pas seulement survécu, elle a transformé sa chute en silence utile. Elle s'est reconstruite dans l'ombre, refusant d'offrir aux médias les dernières miettes de son intimité. Son fils grandit à l'abri. Elle choisit ses rôles avec soin, en évitant les expositions inutiles. Elle a appris à dire non. Non aux rôles vides. Non aux interviews intrusives. Non à ceux qui veulent la réduire à un épisode douloureux. Et nous, spectateurs, que retenons-nous de cette histoire? Le frisson du scandale, la satisfaction voyeuriste, ou bien une leçon plus profonde sur la vulnérabilité humaine, sur la violence de l'exposition, sur la nécessité de respect face à la douleur d'autrui? Dans cette époque où tout se vend, même les larmes, Mathilde Seigner rappelle que la dignité ne fait pas de bruit, que le courage, parfois, consiste à ne rien dire, à protéger ce qui reste, à continuer pour soi et pour ceux qu'on aime. Elle n'a jamais écrit de livre, elle n'a jamais fait de grands retours télévisés pour raconter sa vérité, parce que sa vérité ne regarde plus personne, parce que ce qu'elle a perdu, seule elle sait ce que ça lui a coûté. Alors nous lui devons quelque chose, du silence peut-être, ou au moins une forme de respect. Et vous, chers spectateurs, que feriez-vous si votre douleur la plus intime devenait une affaire publique? Pensez-vous qu'on guérit vraiment de ce genre de trahison? Ou bien vit-on à jamais avec un fragment brisé que personne ne pourra recoller?